Et si l'aide sanitaire américaine était le nouveau visage d'une influence coloniale? Asseyez-vous avec moi, car ce que je vais vous révéler ici va déranger. Oui, c'est inconfortable, même pour moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, qui croient en l'indépendance de l'Afrique et en l'émergence de ses dirigeants, vont ressentir la même chose. Mais mon métier, c'est de vous dire la vérité, pas de vous vendre un conte de fées. Alors voici ce qui s'est vraiment passé. Le 25 février 2026, le Burkina Faso, pays connu pour son rejet des ingérences étrangères et sa lutte pour la souveraineté, a signé un mémorandum de coopération sanitaire, intitulé, tenez-vous bien, America First Global Health Strategy, avec les États-Unis. Ce n'est pas mon interprétation. Ce n'est pas un biais éditorial. C'est le nom officiel du document. America First, pas Africa First. Et croyez-moi, cela m'a déçu, profondément. Voir le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, pionnier d'une Afrique décomplexée, serrer la main de Washington pour un accord qui affiche ouvertement la suprématie américaine. C'est un choc. Mais il faut regarder la réalité en face. Le Burkina a besoin d'argent. Comme tant d'autres nations africaines, son système de santé est sous pression depuis des années. Les États-Unis sont arrivés avec 137 millions de dollars sur 5 ans pour le VIH, le paludisme, la surveillance des maladies, la réponse aux épidémies. En échange, le Burkina s'est engagé à augmenter ses propres dépenses de santé de 107 millions. Mais attention, avec ces fonds viennent des conditions. Désormais, c'est Washington qui dicte en partie comment Ouagadougou doit investir dans la santé. Voilà toute l'ambivalence de ce genre d'accord. On nous présente cela comme une coopération équitable, mais la vérité, c'est que ces mémorandums sont des outils de contrôle. Contrôle des données sanitaires, contrôle des ressources stratégiques, influence durable, tout cela au détriment de l'autonomie africaine. Ignorer la vraie nature de ces accords, c'est risquer de brader sa souveraineté pour une aide conditionnée et de s'enfermer dans une dépendance bien difficile à inverser. Alors, comment en est-on arrivé là? Que cachent réellement ces accords? Plongeons dans les faits. Pourquoi des pays autrefois fiers refusent-ils aujourd'hui si peu? La question dérange, mais elle est cruciale pour comprendre ce qui se joue actuellement sur le continent africain. Prenons le Burkina Faso, par exemple. Le pays, confronté à une crise persistante de son système de santé, fait face à un dilemme presque insoluble. Les hôpitaux manquent de médicaments, les programmes de lutte contre le VIH et le paludisme peinent à suivre, et la population paie le prix fort, chaque jour, de cette fragilité. Or, quand les États-Unis arrivent avec une proposition d'aide de 137 millions de dollars pour renforcer la lutte contre le VIH, le paludisme, mettre en place des systèmes de surveillance sanitaire ou améliorer la riposte en cas de pandémie, comment refuser? Pour un pays dont le budget santé fond comme neige au soleil, c'est une bouffée d'oxygène, en apparence. Mais l'offre ne s'arrête pas là. Washington exige que le Burkina Faso ajoute lui-même 107 millions de dollars de fonds locaux pour accéder à cette aide. Une somme gigantesque pour un pays dont les marges budgétaires sont déjà exsangues. Et surtout, chaque dollar américain est assorti de conditions précises, transfert de données de santé, accès privilégié aux ressources nationales, parfois même des réformes dans d'autres secteurs jugés stratégiques par Washington. On habille tout cela du vocabulaire de la coopération. Mais la réalité est souvent bien plus brutale. L'aide américaine devient un levier, un moyen de peser sur les choix politiques, économiques et même scientifiques des pays bénéficiaires. Pourquoi ces accords sont-ils si tentants? La réponse est simple. L'urgence sanitaire. Face à la pression de la rue, aux hôpitaux saturés et au manque de financement, beaucoup de gouvernements africains n'ont, en apparence, pas le luxe de refuser. La promesse d'une amélioration immédiate de la santé publique, de traitements pour des millions de patients, de la surveillance des épidémies, cela pèse lourd. Ceux qui signent cèdent sous la contrainte d'une situation économique et sociale critique. D'autres, comme le Zimbabwe, choisissent de résister malgré tout. Regardons de plus près ce qui s'est passé là-bas. Le pays allait recevoir ce qui aurait été le plus important investissement sanitaire de son histoire. 1,2 million de Zimbabwéennes bénéficient aujourd'hui d'un traitement contre le VIH,
grâce à ces financements. Pourtant, après un examen interministériel, le président a mis un terme abrupt aux négociations. Pourquoi? Parce que l'accord imposait au Zimbabwe de livrer ses données sensibles de santé, ses échantillons pathogènes, sans aucune garantie de retour. Pas d'accès garanti aux innovations médicales, ni aux vaccins, ni aux traitements issus de ces données. En clair, le pays perdait le contrôle de ses ressources biologiques au profit de Washington, sans garantie de bénéfice pour sa propre population. Pour le Zimbabwe, c'était inacceptable. Aucune aide, quel que soit son montant, ne doit compromettre la souveraineté et l'indépendance d'une nation. Mais accepter ces fonds, c'est aussi courir un risque immense, échanger son indépendance contre une manne vitale, aujourd'hui, mais se retrouver prisonnier d'une dépendance structurelle demain. La souveraineté, l'accès aux ressources stratégiques, la capacité à mener une politique de santé indépendante, tout cela est mis en jeu. Alors, que cachent réellement ces accords et pourquoi certains pays africains décident-ils de les rejeter, parfois au péril de leur survie sanitaire? Zimbabwe, Zambie, Kenya. Pourquoi ont-ils dit non et à quel prix? C'est là que commence le vrai débat sur la stratégie américaine America First, appliquée à la santé mondiale. Derrière les grandes annonces de partenariat et d'aide humanitaire, la réalité des accords proposés ou signés avec ces pays africains révèle des rapports de force totalement déséquilibrés, et surtout, des conditions qui questionnent profondément leur souveraineté. Prenons d'abord le cas du Zimbabwe. En 2025, le gouvernement zimbabwéen a tout simplement refusé 367 millions de dollars américains. Un montant colossal pour un pays où chaque dollar peut sauver des vies. Mais pourquoi refuser? Parce que l'accord exigeait que les États-Unis aient un accès illimité à toutes les données et échantillons de santé du Zimbabwe. Sans aucune garantie, en retour, que les innovations médicales issues de ces informations, vaccins, traitements, technologies, seraient accessibles aux citoyens du pays. Pire encore, le Zimbabwe a pointé du doigt l'absence totale de réciprocité dans le texte. Les Américains se retirent de l'Organisation mondiale de la santé, mais réclament un partage bilatéral, direct, des données africaines, là où le Zimbabwe plaide pour un système ouvert, multilatéral et transparent. Résultat, pas d'accord, pas d'argent, mais, au moins, une ligne rouge claire sur la souveraineté et les principes. En Zambie, l'affaire a éclaté avec la fuite d'un projet d'accord de 1,5 milliard de dollars. Sur le papier, une opportunité historique pour renforcer la lutte contre le VIH, le paludisme ou la santé maternelle. Mais les conditions cachées dans les annexes sont tout autres. Accès garanti aux données de santé des Zambiens pour 10 ans, mais aussi transfert obligatoire, pendant 25 ans, de toute information sur de nouveaux agents pathogènes découverts dans le pays. 25 ans. Autrement dit, la Zambie devient un robinet à données pour les laboratoires et agences américaines, sans aucune visibilité sur l'usage ni sur les bénéfices éventuels pour la population locale. Mais ce n'est pas tout. L'aide santé était clairement liée à l'ouverture du secteur minier aux intérêts américains. La Zambie, deuxième producteur africain de cuivre, détentrice de réserves stratégiques de cobalt, nickel, lithium, terres rares, des ressources critiques pour les chaînes d'approvisionnement américaines, notamment dans l'énergie et les technologies. L'ambassade américaine à Lusaka l'a assumé publiquement. L'aide santé ne serait décaissée qu'en échange d'une coopération active sur les mines. Santé contre minerais. Derrière la façade de bienveillance, on découvre une logique de troc d'une brutalité rare. Cerise sur le gâteau, le projet d'accord impose aussi une supervision économique par l'ambassade US. Chaque mois, la Zambie devrait rendre compte de ses efforts pour faciliter les affaires américaines, ouvrir ses marchés et attirer les investissements US. Beaucoup y voient un retour du contrôle colonial, à peine déguisé. La société civile a tiré la sonnette d'alarme, dénonçant une spoliation des droits citoyens et du patrimoine national. Même le ministre de la Santé, qui a publiquement nié le lien entre l'aide santé et les mines, a été limogé 3 jours plus tard, sans explication. Du côté du Kenya, le scénario est tout aussi révélateur. Le pays a signé, en grande pompe,
un accord d'1 milliard de dollars sous l'égide du président Ruto et du secrétaire d'État américain. Mais la justice kenyane, saisie par des élus et des ONG, a immédiatement gelé l'application des clauses relatives au transfert de données de santé, invoquant la souveraineté nationale et la protection des citoyens. Aujourd'hui encore, le dossier est suspendu devant les tribunaux, preuve que même quand l'argent est sur la table, la question de l'indépendance reste brûlante. Alors, que choisir? Refuser et risquer de priver son peuple de financements vitaux, au risque d'aggraver les crises sanitaires, ou accepter en cédant des pans entiers de souveraineté et de contrôle sur ses ressources, avec le risque d'une dépendance structurelle impossible à inverser. 3 pays, 3 stratégies, mais partout le même dilemme: l'immédiateté de la survie contre l'avenir de l'indépendance. Mais au fond, que disent vraiment les textes officiels américains? Que trouve-t-on, noir sur blanc, dans la fameuse America First Global Health Strategy? C'est ce qu'on va décrypter ensemble, document à l'appui. Derrière l'aide, une architecture invisible d'influence américaine se met en place. Regardons de plus près ce que signifie vraiment cette stratégie America First, appliquée à la santé mondiale, et surtout, ce que cela implique pour les pays africains qui signent ces accords. Dès la première page du document officiel, c'est clair. La mission est de rendre l'Amérique plus sûre, plus forte, plus prospère. Protéger les Américains contre les maladies infectieuses, renforcer les relations bilatérales, promouvoir l'innovation américaine. Il n'y a pas un mot sur l'autonomie africaine, ni même sur l'amélioration spécifique de la santé des populations signataires. Tout tourne autour de la sécurité et des intérêts américains. Mais ce qui frappe surtout, c'est que la dimension géopolitique est assumée. Le texte mentionne explicitement la compétition avec la Chine. L'Afrique y est vue comme un territoire stratégique, riche en minerais critiques, doté d'une population croissante et, surtout, exposé au risque d'épidémie. L'engagement sanitaire américain n'est donc pas qu'humanitaire. Il est pensé comme un outil pour prendre l'avantage face à Pékin. Le secrétaire d'État américain ne s'en cache même pas. L'aide étrangère n'est pas de la charité. C'est un instrument au service de l'intérêt national des États-Unis. Voilà. Il ne s'agit pas d'aide, mais de stratégie. À ce jour, 19 protocoles d'accords bilatéraux santé ont été signés, totalisant près de 20 milliards de dollars. Mais attention, derrière cet effet d'annonce, la réalité budgétaire est tout autre. Selon le Center for Global Development, le soutien financier américain baisse en moyenne de 49% par rapport au niveau précédent. Moins d'argent, plus de conditions. Les pays africains, eux, doivent maintenant cofinancer à hauteur de 7,5 milliards, ce qui transfère progressivement la charge financière sur leurs budgets nationaux déjà fragiles. En échange, ils héritent d'exigences strictes: partage de données, transfert d'échantillons pathogènes, benchmark de performance définis à Washington, obligation de cofinancement, intégration de personnel et de laboratoires américains dans leur propre système de santé. Imaginez ce que cela veut dire concrètement. Des laboratoires financés par les États-Unis, gérés en partie par du personnel américain, installés au sein même des institutions africaines. Ces structures génèrent des flux de données qui repartent, en temps réel, vers Washington. Et une fois que tout cela est intégré dans l'appareil national, il devient presque impossible de reprendre le contrôle ou de sortir du dispositif. C'est une forme de dépendance structurelle qui se met en place, douce mais profonde. Un vrai piège institutionnel. Car même si un gouvernement voulait un jour retrouver une totale souveraineté sur son système de santé, sur ses données, sur ses ressources, il se heurterait à une infrastructure pensée, financée et gérée selon des intérêts extérieurs. Défaire ces liens exigerait des moyens et un capital politique colossaux que peu de pays peuvent mobiliser. Prenons l'exemple du Burkina Faso. En matière de sécurité, le pays s'est tourné vers la Russie et la Turquie. Pour les infrastructures, il regarde vers la Chine. Mais pour la santé, il a signé avec les États-Unis. Ce choix multiple, c'est la compartimentation stratégique. Une façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais cette stratégie a ses limites, car les États-Unis, eux, ne compartimentent pas. Signer un accord de santé, c'est ouvrir la porte à une intégration profonde, bien au-delà du secteur médical. Il est donc évident que derrière la rhétorique de la coopération,
la réalité ressemble davantage à une intégration progressive des systèmes africains dans une logique américaine. Laboratoire, surveillance épidémiologique, flux de données, personnel détaché, tous ces éléments mettent en place une présence durable, discrète mais réelle, bien plus difficile à déloger que des troupes ou des ONG. Et le plus inquiétant, c'est que, une fois cette dépendance installée, il devient presque impossible de revenir en arrière sans mettre en péril l'accès aux soins ou la gestion des crises sanitaires. Les gouvernements africains se retrouvent alors devant un dilemme terrible. Accepter des conditions qui grignotent chaque jour un peu plus leur autonomie, ou bien refuser et risquer l'effondrement de leur système de santé déjà précaire. Alors, existe-t-il une alternative africaine, ou sommes-nous condamnés à suivre cette voie imposée? C'est une question que nous devons absolument poser. L'Afrique peut-elle vraiment choisir, ou seulement limiter la casse? C'est la question qui hante les salles de réunion des ministères, mais aussi les familles qui attendent des médicaments, les personnels médicaux épuisés et les dirigeants qui savent que chaque signature les engage bien plus loin qu'on ne le croit. On ne va pas se mentir, l'aide américaine sauve des vies. C'est indiscutable. Les chiffres sont là. Des millions de patients atteints du VIH qui reçoivent un traitement, des moustiquaires distribués contre le paludisme, des systèmes de surveillance épidémiologique qui permettent de détecter des menaces. Sans ce soutien, des cliniques ferment, des médicaments n'arrivent plus, des vies sont mises en danger. Alors la tentation de signer, quand Washington arrive avec ses centaines de millions de dollars déjà prêts à être débloqués, elle est immense. Qui oserait regarder son peuple droit dans les yeux et lui dire « Non, je refuse l'aide, même si cela veut dire que certains d'entre vous n'auront pas de soins. » C'est un dilemme cruel, et il n'y a pas de solution miracle. Mais à quel prix? Car derrière les communiqués officiels qui parlent de partenariat et de solidarité, il y a la réalité des accords, des conditions qui privilégient systématiquement les intérêts américains. Quand un pays signe, ce n'est pas seulement pour quelques médicaments. On accepte que des laboratoires financés par les États-Unis, du personnel américain, et surtout, des systèmes de collecte et d'analyse de données soient intégrés dans les infrastructures nationales, jusqu'au cœur même des ministères de la Santé. Et une fois cette infrastructure, ces logiciels et ces processus installés, il devient presque impossible de s'en débarrasser. Les données de santé des citoyens, les échantillons viraux, les informations épidémiologiques stratégiques, tout peut finir par circuler jusqu'à Washington. Certains pays, comme le Zimbabwe ou la Zambie, ont eu le courage de refuser. Ils ont regardé les termes et ont compris qu'un simple accord de santé allait en réalité bien au-delà. Il ouvrait la porte à un contrôle sur leurs ressources stratégiques. Quand la santé devient une monnaie d'échange, quand l'accès au traitement est conditionné à la livraison de données, d'échantillons ou à l'ouverture du secteur minier, c'est la souveraineté nationale qui se joue. Mais y a-t-il une alternative crédible? Depuis quelques années, on voit émerger des initiatives africaines pour reprendre la main. Le CDC Afrique, qui vise à coordonner les réponses aux épidémies depuis le continent, la tentative de développer une industrie pharmaceutique locale pour ne plus dépendre des importations, ou encore la création de systèmes digitaux africains pour gérer les données de santé sous contrôle local. Ce sont des pas dans la bonne direction, mais il faut être lucide. Les progrès sont lents, les financements restent insuffisants et la volonté politique ne suit pas toujours. Quand les besoins sont urgents, que la pandémie menace, que les patients attendent des traitements tout de suite, le choix entre investir pour l'avenir ou sauver des vies maintenant est presque inhumain. Certains gouvernements tentent alors la compartimentalisation stratégique. Multiplier les partenaires, segmenter les secteurs. Pour la sécurité, on signe avec la Russie ou la Turquie. Pour les infrastructures, on se tourne vers la Chine. Pour la santé, on accepte les accords américains. Théoriquement, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de garder un minimum de marge de manœuvre. Sauf que les États-Unis, eux, ne compartimentalisent pas. Quand ils signent un accord global de santé, tout est lié. La gestion des données, l'accès aux ressources, la visibilité sur les infrastructures stratégiques. Et une fois que leur système est intégré, il devient un pilier de votre propre appareil d'État. Le rendre obsolète, voire le remplacer,
reviendrait à démanteler une partie de votre système de santé, à risquer l'arrêt de services vitaux. Un piège, en quelque sorte. L'autre danger, c'est la logique des accords bilatéraux, nouvelle stratégie américaine pour casser le front africain. Plutôt que de négocier avec l'Union africaine, les États-Unis signent avec chaque pays séparément. Résultat, la solidarité continentale s'affaiblit, chaque signature isole un peu plus les gouvernements, qui entrent alors seuls dans une négociation totalement asymétrique face à la première puissance mondiale. Plus il y a de pays qui signent, plus il devient difficile pour les autres de résister. La dépendance s'installe, l'autonomie s'effrite, et la capacité à financer une santé publique souveraine s'éloigne. C'est un cercle vicieux. Faute de solutions africaines rapides et robustes, la dépendance s'aggrave, et chaque compromis sur la souveraineté devient un précédent qui pèse sur les générations suivantes. Pour l'instant, l'alternative existe à peine, et les choix sont cornéliens. On sauve des vies aujourd'hui, mais à quel prix pour demain? Peut-on vraiment choisir, ou seulement limiter la casse? Face à ce dilemme, une question cruciale se pose. Quelle est la responsabilité des citoyens et des dirigeants africains dans ce choix entre urgence et indépendance? L'heure des choix difficiles a sonné. Ce n'est plus seulement une question de financement ou de protocole sanitaire, c'est une question de souveraineté, de dignité et d'avenir pour tout un continent. Derrière les jolis mots de partenariat et les sourires diplomatiques, la réalité est brutale. La stratégie « America First » en matière de santé mondiale n'est pas un partenariat d'égal à égal. C'est une série de contrats, de Memorandums of Understanding, taillés sur mesure pour servir avant tout les intérêts américains, et chaque pays africain qui signe l'un de ces documents doit le faire en pleine conscience. Pas Africa First, ni même Partenariat First, America First, et ça change tout. Regardez la situation en face. Lorsque le Burkina Faso signe parce qu'il a un besoin urgent de financement, lorsque le Nigeria accepte un accord colossal de plus de 5 milliards de dollars pour ses besoins sanitaires immédiats, ce n'est pas par choix, mais par nécessité. Ces pays, comme tant d'autres, sont pris au piège entre la survie sanitaire de leur population aujourd'hui et l'hypothèque de leur indépendance demain. Et que dire de la Zambie ou du Zimbabwe, qui ont osé dire non? Quand votre système de santé dépend à 80% de financement extérieur, que plus d'1 million de vos citoyens restent en vie grâce à l'aide américaine contre le VIH, refuser un accord aussi risqué prend un courage immense. Mais ce courage n'est pas donné à tout le monde, surtout quand la vie de ses propres citoyens est en jeu. Dire non, c'est risquer le chaos sanitaire. Dire oui, c'est accepter, sous couvert d'aide, une mainmise progressive sur vos données, vos ressources et votre capacité à décider seul de votre avenir. Il faut être lucide. Ce n'est pas une guerre militaire, mais une guerre d'influence, menée cette fois-ci par le biais de la santé. L'arme n'est pas un drone, mais un accord juridique difficile à briser. Une fois signé, il vous lie pour des années, et plus le temps passe, plus il devient difficile d'en sortir sans tout perdre. C'est la stratégie américaine. Fragmenter, isoler, négocier avec chaque pays séparément, face à la plus grande puissance du monde. Et quand vous négociez seul, les termes ne sont jamais à votre avantage. La vraie question c'est, jusqu'à quand les pays africains vont-ils accepter de négocier seuls? Jusqu'à quand vont-ils troquer leur souveraineté contre une solution de court terme? Est-ce qu'il ne serait pas temps de construire une alternative solide, de mobiliser les ressources intérieures, de coordonner une réponse continentale par l'Union africaine? Car, face à la menace d'un retrait brutal de l'aide, signer ou nous arrêtons les traitements pour le VIH, que faire? Qui osera résister? Le silence ou la passivité, ce serait abdiquer non seulement la santé de millions de personnes, mais aussi l'avenir et l'autonomie du continent. Il est temps d'ouvrir les yeux. Derrière la façade de la coopération sanitaire, c'est un mécanisme de contrôle, d'accès aux données stratégiques, d'exploitation des ressources qui se mettent en place. Ce n'est pas seulement une question de santé, mais de pouvoir. Et si rien ne change, l'Afrique risque de s'enfermer dans une dépendance structurelle, difficile à inverser, où chaque négociation future partira d'une position de faiblesse. Alors, la balle est dans le camp des gouvernements africains, mais aussi dans celui de toutes celles et ceux qui refusent de voir leur continent devenir un simple pion sur l'échiquier mondial. La discussion est ouverte.
Vaut-il mieux céder aujourd'hui pour survivre ou résister pour préserver l'indépendance de demain? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez continuer à explorer ces questions avec moi, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, restons vigilants. Ici Izika et Negeta. À très bientôt.